La communauté de communes du Pays des Achards est née en 1993, 20 ans déjà, et quel chemin parcouru! L'action intercommunale s'est construite autour de projets phares, développement économique, mise en place de la collecte des déchets, assainissement, dématérialisation, grâce à des personnalités appliquées à la qualité du service rendu aux citoyens des 10 puis des 11 communes réunies. Ernest Navarre, président, et Daniel Grassino, vice-président, nous proposent un retour sur les grandes étapes de l'intercommunalité et un point sur la construction du centre aquatique, un équipement très attendu. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci de nous recevoir. Le 20e anniversaire de la communauté de communes du Pays des Achards est l'occasion de revenir sur les grandes étapes de sa construction. Quel a été le point de départ, Ernest Navarre ? Eh bien, tout d'abord, rappelons le contexte réglementaire avec la loi du 6 février 1992 qui donne naissance aux communautés de communes. Et effectivement, dès le 1er janvier 1993, déjà de nombreux territoires créent une communauté de communes, dont le Pays des Achards. Il faut noter que sur notre canton, c'était une véritable avancée qui est faite, puisque jusqu'ici, peu de travail entre élus existait. Nous avions un syndicat intercommunal pour la collecte des déchets ménagers, mais aucune autre structure. Donc je crois que c'était un point important. Il faut noter certainement que le contexte des renouvellements des élus municipaux de 89 a effectivement apporté, je dirais, une certaine évolution dans ce domaine-là, favorable au travail entre élus. Dans la construction de notre territoire, il faut aussi noter la loi de 99, relative au renforcement de l'intercommunalité, qui permet de donner de nouveaux outils, à la fois pour renforcer les aides de l'État, mais aussi une nouvelle fiscalité au travers de la taxe professionnelle unique, qui seront des éléments essentiels dans le développement de notre territoire. Enfin, après avoir travaillé assez longtemps à 10 communes sur notre communauté, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir au 1er janvier 2010 la commune de Beaulieu-sous-la-Roche. Et vous voilà à 11. Et voilà, exactement. Daniel Grassino, vous êtes vice-président de la communauté de communes du Pays des Achards, en charge des commissions développement économique et bâtiment. Alors on imagine que ça n'a pas dû être si simple que ça au début de s'entendre à 10. Oui, tout à fait. Et comme le précisait le président tout à l'heure, en 1993, lors de la constitution de cette communauté, le premier président était Michel Breton, un homme, je dirais, qui avait une vision sur les 50 années à venir et qui a apporté son dynamisme et son charisme, tout en maintenant aussi une certaine objectivité sur les résultats à obtenir, et qui a donné une très très grande impulsion. Quelles ont été les grandes étapes marquantes sur ces 2 décennies ? Comme je disais à l'instant, c'est vrai qu'au tout début, les élus avaient besoin d'apprendre à travailler ensemble, puisqu'on démarrait effectivement d'une situation où ce n'était pas forcément le cas. Donc c'est la première priorité qui a été donnée, avec des statuts très light au départ, mais quand même qui en disaient long. Puisque d'une part, dans les compétences, on a tout de suite intégré la création d'une zone d'activité économique à compétence intercommunale, donc à fiscalité intercommunale, qui veut dire que déjà on mettait l'accent sur le développement économique pour notre territoire, mais aussi sur la solidarité avec le partage des fruits issus de ce développement économique. Deuxième sujet intégré dans nos statuts, la collecte des déchets. C'est vrai que c'était une épreuve aussi importante, puisque si avant il y avait un syndicat pour faire ce collecte de déchets, il n'empêche que chaque commune a sa propre fiscalité, et au moins c'était un premier exercice d'alignement de nos fiscalités. Dans les évolutions, il y a ensuite eu bien sûr le passage à la taxe professionnelle unique, qui a été un élément décisif en 2002. Je crois qu'avec cette évolution fiscale, c'est l'ensemble de l'évolution de notre territoire en termes économiques qui a été attribué à la communauté de communes et qui a permis vraiment une véritable solidarité, mais aussi un élan au niveau de notre territoire. Autre élément important d'évolution de nos compétences, la voirie communautaire, c'était une étape aussi marquante, une compétence quand même très lourde qui a été mise en œuvre et qui a très bien fonctionné. Plus tard également l'assainissement, également une compétence transversale importante. Et puis aussi tout au long de ces années, on a aussi mis le doigt sur les nouvelles technologies, considérant que au travers des nouvelles technologies, nous avions des leviers pour optimiser nos procédures, mais aussi la solidarité, faire en sorte que tout le monde ait accès aux mêmes outils. Je crois que c'est important. En termes de grande réalisation,
Eh bien, nous avons d'abord été pendant quelques années hébergés, puisque ce n'est qu'en 1998 que nous avons construit notre premier siège. On avait pensé voir large, mais 10 ans plus tard, on a vu que c'était déjà trop petit. Donc depuis 2011, nous sommes maintenant dans des nouveaux locaux. Il y a ensuite la construction du centre médico-social, donc en direction des services du Conseil général et aussi de l'aide à domicile en milieu rural. Ensuite, le restaurant interentreprise qui apporte une vraie valeur ajoutée locale et qui permet de différencier l'offre par rapport à d'autres territoires. Ensuite, le pôle santé, qui a fait l'objet de nombreux débats, mais donc pôle santé sur la Motte et sur Beaulieu. L'office de tourisme plus récemment et actuellement donc le centre aquatique qui est en cours de construction. Dont nous allons reparler. Merci pour ce retour en arrière concret et précis. Pour illustrer vos propos sur le pôle santé notamment, eh bien, je vous propose d'écouter tout de suite le docteur Charles Drujon, président de l'Association des professionnels libéraux de santé des Achards. L'évolution de la santé aujourd'hui fait qu'il y a de moins en moins de professionnels qui s'installent de façon isolée et que les médecins dans les petites communes, les médecins isolés dans les petites communes vont tendre à disparaître. Suite à ce constat, les professionnels de la santé se sont tournés vers la communauté de communes pour trouver une réponse à cette évolution et c'est ainsi qu'est né le projet de Pôle Santé. Nous nous sommes tournés vers les instances de l'assurance maladie qui nous a aidés à réaliser ce projet et qui nous a ouvert une voie vers la pluridisciplinarité. C'est pourquoi ce problème de démographie médicale s'est tourné vers un projet pluridisciplinaire, à savoir y associer les dentistes, les kinés et les infirmiers et d'autres professions comme psychologues, orthophonistes, podologues, sages-femmes. Voilà pour ce témoignage sur le pôle santé. Alors finalement, le développement économique semble être le fil conducteur qui a tissé votre histoire. On peut le dire comme ça, Daniel Grassino ? Oui, on peut le dire, puisque si on regarde actuellement cette zone économique des Achards, c'est important, c'est son développement, mais il faut revenir un petit peu au pourquoi et comment de cette zone. Il y a quelques années, donc avec Michel Breton, qu'on a parlé tout à l'heure, avec son impulsion, il m'a demandé à une époque donc, de créer Achard Entreprises. Et cette association qui a toujours progressé, on était 19 entreprises il y a 15 ans, vous voyez donc la progression qu'il y a pu y avoir. Et il y a eu cet impact pour le développement de cette zone. À savoir que les chefs d'entreprise étaient le premier relais, le premier contact au niveau des entreprises par sa confidentialité d'abord. Parce qu'un projet ne se monte pas tout à fait comme cela. On ne peut pas décider comme ça en claquant des doigts d'un projet. Et avant de le mettre, comme on dit, dans la voie publique, de le mettre entre les mains des élus, entre guillemets, le chef d'entreprise a besoin d'être rassuré, de savoir si son projet est viable, afin de le développer. Et justement, je vous propose d'entendre tout de suite un chef d'entreprise de la zone des Achards. Aujourd'hui, le rôle de la Motte Achard, c'était un partenaire, parce que quand on arrivait, on cherchait un accueil qui nous a permis de démarrer à on va dire, à effectif mini, puisqu'on a démarré avec 2 personnes ici. Donc aujourd'hui, ils ont pu nous accueillir dans le bâtiment relais, qui nous a permis de démarrer. Avec, comme on était bien dans ce bâtiment, on est resté assez longtemps. Et c'est-à-dire qu'on cherchait surtout de savoir si on allait développer, qu'est-ce qu'on allait faire comme bâtiment sur la Motte Achard. Et donc on est resté un moment dans ce bâtiment qui nous a permis de se poser, de voir où on va. Et après, forcément, la zone de Motte Achard est assez grande, donc il y a largement de quoi s'installer, qui nous a permis de trouver un terrain de 3500 m² pour pouvoir faire un bâtiment qui nous allait. Donc aujourd'hui, on est régulièrement aux réunions d'Achard Entreprises, qui permet aussi d'échanger avec les différents acteurs sur la zone et d'échanger sur les problématiques qu'on a, puisqu'aujourd'hui, forcément, chacun a ses petits problèmes. Et donc ça permet aussi de se poser des bonnes questions ou d'échanger ou voir avec eux s'ils ont eu des expériences sur ces différents problèmes. Et alors quel est le rôle de la CCPA dans cette histoire ? Alors le rôle de la CCPA, le rôle de l'élu en fait, était justement d'être en lien constant avec cette association, avec le chef d'entreprise, de manière à amener la goutte d'huile, tout le savoir-faire de l'élu sur le plan administratif, juridique et ainsi de suite, pour permettre ce développement-là. Et d'anticiper aussi au niveau des terres, des réservations de terrain, de manière à ce que ça puisse correspondre à cela.
Donc, et ça aboutit bien sûr à un bilan qui est aujourd'hui, parce qu'on parle de cette zone, mais il y a aussi les zones artisanales qui sont dans les autres communes, la zone étant principale ici. On arrive à cette zone. Cette zone, 160 hectares couverts, actuellement, qui sont viabilisés et donc construites, avec 110 entreprises qui représentent, je dirais que cette zone, la zone des achats, ils sont quand même à plus de 2300 emplois, ce qui n'est pas une mince affaire, auquel se rajoutent bien sûr les zones artisanales. Autre aussi point positif, c'est que quand Michel Breton disait qu'il ne fallait pas mettre la charrue devant les bœufs, à savoir que l'économie tire le reste en recettes, on est quand même pratiquement à 2,4 millions de recettes uniquement au niveau des entreprises. Et si on rapproche cela, je dirais, ou 1,9 million, qui est donc la fiscalité des ménages, c'est pas négligeable, ce n'est pas négligeable du tout. En conclusion, je dirais que en fait, c'est cette énergie commune, CCPA, élus et chefs d'entreprise, qui permet la réalisation, une si belle réalisation. Eh bien, merci beaucoup, Daniel Grassino. Je vous propose de clore cette première partie pour aborder un sujet très attendu, un intérêt forcément qui se comprend. La construction du centre aquatique, c'est manifestement un équipement structurant pour le territoire. Peut-on revenir avec vous, Ernest Navarre, sur l'origine de ce grand projet ? Alors, effectivement, c'est un projet qui a fait l'objet de nombreuses discussions. Tout d'abord, au départ, nous sommes partis du constat que déjà un certain nombre de communes ou d'écoles avaient des difficultés à obtenir des créneaux pour l'apprentissage de natation en milieu scolaire, donc c'était un constat. Ensuite, nous sommes sur un territoire extrêmement dynamique au niveau de la démographie, avec une évolution moyenne annuelle d'au moins 3%. Sur les dernières années, nous sommes à plus de 30% d'augmentation de notre population. Donc je crois qu'il est aussi important à notre niveau d'anticiper les besoins de ces nouvelles populations, qui sont surtout constituées de jeunes ménages. Donc c'était aussi une réponse apportée à l'ensemble donc, des habitants de notre territoire. Et enfin, je crois qu'un territoire se marque aussi par un certain nombre d'équipements structurants. C'est aussi ce qui fait sa promotion. Et on considère qu'effectivement, un centre aquatique pouvait faire la promotion de notre territoire, comme demain un collège qui va se mettre en œuvre. J'ajouterais peut-être à cela aussi je dirais, des finances saines qui nous permettaient aussi d'aborder sereinement un tel équipement. Alors nous sommes à moins d'1 an, c'est bien ça, des premiers bains. Est-ce que le chantier se déroule bien ? Oui, dans cet ensemble, il se déroule bien. Bon, maintenant, vous savez, c'est le chantier, entre guillemets, il a commencé il y a plus d'1 an et demi, puisque déjà, il fallait définir le projet. Donc pour cela, on s'est fait assister donc, devant des expansions pour clarifier un peu nos besoins et être, je dirais, dans le marché, et comme disait le président aussi, correspondre aussi aux attentes aussi de nos différentes écoles. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails sur le profil de ce futur équipement propice au sport et à la détente pour tous apparemment ? Oui, écoutez, on a essayé de répondre un petit peu aux différents critères, comme je vous disais tout à l'heure, de choix, à savoir donc un bassin ludique qu'on a voulu, donc de 138 mètres carrés, avec jacuzzi, rivière à contre-courant, puis 2-3 petits gadgets. Bon, voilà, oui. Et puis ensuite, bon, un bassin de natation, ça paraît évident dans une piscine, donc 4 lignes, 250 mètres carrés, 25 mètres, un toboggan, ce qui va aussi un petit peu avec le bassin ludique, et l'espace relaxation, qui est avec sauna, hammam et solarium, et apportera aussi un autre confort. Voilà un petit peu. Et tout cela a été aussi joint, je dirais, avec une démarche environnementale, puisqu'il y a la vallée du Bibrou, et on a voulu que ça s'intègre bien. Donc avec une toiture végétale, aussi on a joué aussi la carte aussi de la chaudière à bois, adossé bien sûr à une chaudière gaz, parce qu'on ne peut pas avoir qu'une seule source d'énergie, la récupération des eaux pluviales, et puis il y a une attention particulière donc sur l'éclairage et aussi bien sûr sur l'acoustique, parce que l'acoustique dans une piscine, sur le point de vue confort, est important. Ça compte. Tout à fait. Quel est le coût du projet ? C'est peut-être avec vous qu'on va parler de ça, Ernest Navarre. Alors effectivement, c'est un équipement qui coûte un peu d'argent quand même, puisque aujourd'hui donc le coût total de cette opération est estimé à 7 700 000 € à peine. Enfin, quand je dis estimé, du coup on a bien cadré nos chiffres et on prend en compte l'ensemble des dépenses. Sur ces 7,7 millions, environ 1,7 million de subventions, ce qui nous fait donc 6 millions de financement net pour la communauté de communes. Et sur ces 6 millions, la communauté apporte 1,5 million d'autofinancement et emprunte 4,5 millions amortissables sur 5 ans.
Sur les principaux apporteurs de fonds, donc la région est notre premier partenaire, avec une subvention d'1 162 000 € au titre du contrat territorial unique. Il est vrai que c'est aussi parce que l'ensemble des élus ont préféré effectivement bloquer toutes les subventions éligibles dans le cadre de ce contrat sur la piscine, plutôt que de faire du saupoudrage. Donc c'est aussi un élément important qu'il faut citer. Le Conseil général apporte aussi une subvention de 275 000 €, tout simplement dans la mesure où on met cet équipement à disposition gratuitement des collégiens. Bien sûr. Et enfin, vu les choix qui ont été faits en termes de chaudière, avec une chaudière bois, nous avons des aides complémentaires, 90 000 € donc au titre de l'ADEME de par le fonds chaleur, 80 000 € également au titre du programme LEADER, donc de fonds européens, et enfin le Conseil général qui à nouveau intervient au titre de la filière biomasse avec une subvention de 50 000 €. Donc un montant de subvention qui permet de ramener le projet à ce coût un petit peu moindre. Merci beaucoup pour ces précisions chiffrées. Je vous propose de terminer par un mot sur les prestations qui seront proposées et le fonctionnement de ce futur centre aquatique. Alors écoutez, voilà, donc, ce futur centre sera donc ouvert bien sûr au grand public du lundi donc au dimanche et en soirée. Permettra également donc aux scolaires de venir gratuitement donc dans cet espace. Ce sera donc les primaires et ensuite les 2 collèges privés et le futur collège public qui sera donc pour 2016. Merci beaucoup et vivement en 2014 alors. Je vous propose, Ernest Navarre, de conclure avec le mot de la fin. Eh bien, tout d'abord, je voudrais dire que nous avons la chance d'être sur un territoire extrêmement dynamique en raison de sa situation, d'un certain nombre d'éléments de contexte, mais c'est vrai que notre territoire est très très dynamique. Et donc, lorsqu'on rentre dans le pays d'Achard, on est d'abord frappé par la zone d'activité qui marque notre territoire. Cette zone d'activité représente un véritable atout, un véritable, je dirais, poumon économique. À cela, il faut y ajouter aussi le tourisme. Notre situation de communauté rétro-littorale apporte aussi une activité touristique significative avec un certain nombre d'hébergements de plein air de grande qualité. Les décisions qui ont été prises au fur et à mesure de la construction de notre territoire en termes de fiscalité ont aussi aujourd'hui tout leur potentiel. On mesure effectivement l'intérêt de ces décisions au travers d'une grande solidarité, d'un grand partage de la richesse et donc d'un développement harmonieux de nos communes. Maintenant, si ce contexte est très favorable, il y a un autre contexte aujourd'hui qui l'est un petit peu moins. Bien sûr, un contexte économique de crise, un État un peu trop endetté qui cherche effectivement des pistes de désendettement, y compris en pensant aussi aux collectivités de manière générale, en essayant de réduire la dotation. Donc nous devons aujourd'hui travailler ensemble pour regarder toutes les pistes d'économie au travers de la mutualisation de nos moyens, des services, aussi au travers de nouvelles compétences à transférer judicieusement pour toujours rechercher des économies d'échelle. À ce titre-là, donc déjà quelques dossiers ont été arrêtés en termes de mutualisation autour de l'informatique, autour de la commande publique, et des réflexions sont en cours actuellement dans le domaine de la voirie, dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'urbanisme, de l'enfance-jeunesse. Donc des choses sont en cours de réflexion aujourd'hui. Il y a un élément important aussi qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui et qui est très sensible au pouvoir public, qui est le coefficient d'intégration fiscale. Ce coefficient mesure la part de la fiscalité conservée en net par la communauté de communes eu égard à l'ensemble de la fiscalité collectée sur un territoire. Et les pouvoirs publics s'autorisent à pénaliser les communautés de communes qui n'ont pas au moins un coefficient égal à 50%. C'est important, ça veut dire qu'il y a beaucoup de compétences transférées. Aujourd'hui, notre coefficient n'est que de 42%, on met dans sa forme, il était monté à 44%, mais on est plutôt aujourd'hui en réduction, donc je dis il y a danger. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la fiscalité des communes évolue plus vite que la fiscalité de la communauté de communes. Je crois qu'il est important qu'à un moment donné, on ait une vision de territoire sur l'ensemble de nos ressources, de façon à éviter que chacun compte, je dirais, les œufs dans son panier. Je crois qu'il faut faire cette approche collective. La répartition est un autre domaine, mais bien sûr, tout ceci demande une grande solidarité, demande bien sûr à ce que l'on partage cette vision de territoire. Mais il n'empêche que c'est bien cette intelligence collective qui fera que nous rentrons dans une stratégie de gagnant-gagnant et que nous saurons servir nos concitoyens dans les meilleures conditions. Merci, on va terminer sur ces mots et merci à vous deux pour toutes vos réponses. Merci. Merci.